À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Ça n'a pas l'air bien sorcier. Ça ressemble à une vieille tablette Android sous Jelly Bean. Oh, t'as les termes, t'as le nom de l'OS. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2016. Il y a un D'accord. câble quand même qui part sur le côté. Comment ? Il y a un câble qui Oui, part il y a sur un la câble droite. un peu bizarre, ouais. Ouais, il y a un câble qui part sur le côté. il avait pas vu. Non, je l'avais pas vu, mais... Pardon. Ça, Non, ressemble, mais- ça ressemble au genre de... tu vois, il y a des petits fils bizarres. Donc Ouais. pour moi, c'est... Ça a été trafiqué. L'arrière a été retiré et ils ont essayé de se brancher sur la carte mère. Il y a un truc comme ça. En effet, en fait, elle a été trafiquée parce qu'elle a été récupérée par des chercheurs, des ingénieurs allemands. Pourquoi ? C'est une tablette Android qui vient de Corée du Nord. Mais non. Si. C'est Et génial. en vrai, c'est rare. C'est un peu Bah, drôle c'est un- c'est un qu'il y ait des artefact. choses comme ça qui sortent. arrivent jusqu'à nous. Mais d'abord, le sponsor. Quand vous devez transférer des fichiers volumineux, vous utilisez sûrement quelques services bien connus. Mais il y a 2 problèmes récurrents. Déjà, il y a souvent un quota assez faible. Si votre fichier est trop lourd, il faudra payer. Mais aussi, vos données ne sont pas chiffrées de bout en bout. Ça veut dire que le service, souvent hébergé aux États-Unis, peut totalement accéder à vos données. L'alternative qu'on vous propose, c'est Swiss Transfer de Infomaniac, qui sont les sponsors du jour. Swiss Transfer vous permet de partager des fichiers allant jusqu'à 50 gigas gratuitement. Ils offrent aussi un niveau de confidentialité bien plus élevé, avec une protection par mot de passe et une date d'expiration pour vos liens de partage. Infomaniac, l'hébergeur qui est derrière, a aussi développé toute une suite d'applications gratuites concurrentes aux GAFAM. L'entreprise est très engagée sur son empreinte carbone et participe à de nombreux projets open source bien connus. Ils sont suisses et gèrent là-bas leur propre data center, donc vos données bénéficient de la stabilité politique et juridique du pays. Si vous voulez essayer Swiss Transfer gratuitement, le lien est dans la description. Bonne vidéo. Et quand on a vu ça, on s'est posé des questions dans l'équipe et on s'est dit déjà comment fonctionne Internet en Corée du Nord, s'il y a des tablettes Bah oui. et à quoi ils ont accès. Et deuxièmement, il y a des groupes de cybercriminels très connus, je pense à Lazarus, en tout cas je vais vous parler de Lazarus aujourd'hui, qui sont très connus et qui font des attaques. Dont on est à 99% sûr qu'ils viennent de Corée du Nord. Voilà. Alors que Internet en Corée du Nord, on va le voir, ça n'a pas l'air développé de fou. Et donc on s'est posé ces questions. Et surtout, quand tu vois des reportages sur la Corée du Nord, t'as l'impression que t'as 98% du pays qui n'a juste pas accès à Internet. C'est ça. Complètement. Et donc, quand je sais pas, moi, j'essaie de m'imaginer la pyramide qu'il faut pour avoir des hackers de haut niveau. Bah, faut que t'aies déjà des gens qui aient accès à Internet. Après qu'ils soient formés, qu'ils fassent des écoles. Il y a un petit groupe qui se spécialise en cybersécurité. Il y a un petit groupe dedans qui deviennent des gros cracks. Comment tu fais sans toute la pyramide, en gros? Eh ben on verra qu'est-ce qui a motivé le fait qu'ils arrivent à avoir des groupes de cybercriminels si puissants. Et alors du coup, quels outils informatiques ils ont en possession en Corée du Nord ? On va commencer du coup par cette tablette. Elle s'appelle la tablette Wolim. Elle est fabriquée par un constructeur chinois, Uzu, à Shenzhen. Alors Shenzhen, c'est le temple du hardware mondial. Vous avez dans vos poches sans doute des choses qui sont passées par Shenzhen. C'est juste à côté de Hong Kong. Sauf que, particularité, ils ont enlevé la puce Bluetooth et la puce Wi-Fi. Elle peut se connecter simplement au réseau interne du pays et à la télé locale. D'accord. Et elle tourne en effet sur une version Android. Elle est évidemment modifiée par le gouvernement nord-coréen. Il y est absolument impossible d'installer le moindre APK, donc la moindre application, et même d'y charger des fichiers. Alors en fait, on peut le faire, mais ça nécessite une signature cryptographique. Donc il y a 2 processus. Soit c'est la tablette qui signe, par exemple, si vous prenez une photo, donc ça enregistre la photo sur votre tablette, vous pourrez la voir et tout, mais la tablette a automatiquement signé en fait la photo avec la bonne signature, comme quoi vous avez le droit. Pour qu'elle soit autorisée sur le disque. Ou alors des fichiers qui ont été autorisés par le gouvernement nord-coréen. Sinon, c'est absolument impossible. En fait, elle est conçue comme une plateforme de propagande où absolument aucun accès aux autres médias, mis à part ceux de la Corée. Et globalement, ils peuvent bien espionner les utilisateurs des tablettes. Vous allez le voir. Qui a accès à ces tablettes-là, du coup ? Alors, les Nord-Coréens. Donc, c'est public. les donc monsieur, madame, tout le monde nord-coréen ? Alors, dans la théorie, oui. Dans la pratique, le hardware coûte entre 160 et 200 euros, juste la conception. Donc ça doit être un peu plus cher avec le prix de vente. Et ça, en fait, en Corée, c'est quasiment immédiatement destiné à la classe assez aisée de Corée du Nord. Le gouvernement a modifié l'OS d'Android Ouais. pour
bloquer tout ce qui est Wi-Fi, Et les- USB. Bah alors ça, c'est même pas que c'est bloqué, c'est qu'il y a même pas il la n'y a puce. même pas la puce dedans. Oui. Et le reste, tout est bloqué et les experts ont dit que c'était quasiment impossible à craquer en fait. Ok. Même pour des chercheurs Ouais. allemands dont c'est Ah ouais. le métier. Donc Ok, t'imagines ok. quand t'es en Corée, t'as pas forcément été éduqué à ça, ça risque d'être compliqué. Il y a quand même des applications, tu peux prendre des photos, tu peux mettre un réveil, écouter de la musique. Il y a Des quelques jeux. Ah. Il y a une copie de Angry Birds. Mais non. C'est vrai. Il y a un jeu de Go. Puis il y a des applications pour l'éducation des gosses, pour s'entraîner à taper, des trucs comme ça. À tout hasard, est-ce qu'il y aurait un peu de propagande dedans? Oui, bah il y a les médias. De toute façon, Officiels. la propagande, elle infuse. Oui. Elle infuse dans tout ce que fait la Corée du Nord globalement. Je suis pas expert de la propagande coréenne, mais chose que je trouve vraiment incroyable, il y a une capture d'écran qui est faite de façon automatique à chaque fois que tu ouvres une application. Et tu ne peux pas la supprimer. Mais non. Elle reste sur la tablette. C'est-à-dire que si les autorités récupèrent ta tablette, ils ont accès à une capture d'écran à chaque fois que tu as ouvert une application. Et évidemment, toi, tu ne le sais pas. Donc, moi, je trouve ça absolument... Ça m'effraie totalement. Je trouve Ce ça qui est marrant, atroce. c'est que ce soit aussi, entre guillemets, bête que faire une capture Ouais. d'écran. Tu Ouais. sais, tu pourrais te dire. Alors, j'imagine qu'ils le font aussi, mais qu'ils ont de la télémétrie pour savoir exactement sur quoi qu'est-ce que tu as téléchargé, etc. Mais non, là, c'est vraiment genre. Clic. Clic. Bah ouais, c'est ça. Après, ils ont Disque aussi dur, le système de signature. Donc, Oui, en oui. fait, dès qu'il y a un truc qui est pas signé, c'est Ouais, c'est de toute façon mort. Mais en fait, c'est des trucs assez simples. Hein. En fait, ils peuvent aller tellement loin dans la sécurité Ouais. que ça en devient assez simple à implémenter. Ouais. Et d'ailleurs, dans la même veine, des chercheurs ont pu analyser un OS nord-coréen. Ils ont développé leur propre OS. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un peu peur des craintes qu'il y ait des backdoors étrangères. Évidemment, ils ont peur de l'Occident et des Ouais. États-Unis, etc. Et donc, Donc, c'est ils ont pas développé. Android. C'est pas Android. Là, ça, c'est un OS de PC. D'accord. Et donc, tu vas voir que c'est sur des bases assez connues, mais c'était pour remplacer à la base Windows XP. Et c'est basé sur Fedora, donc une distribution Linux, Fedora 11. Ça ressemble dans le style vachement à macOS. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est possiblement un délire du leader suprême, je crois qu'on a dit ça, Ouais. qui peut-être aimait bien l'interface des Mac, il s'est dit, je veux la mettre. Non mais Faites-moi honnêtement, un skin Fedora Voilà. SVP. mais du coup, ça ressemble beaucoup à macOS. Il y a un truc un peu marrant sur la slide suivante, c'est que il y a un truc pour choisir son fuseau horaire, mais en fait, tu peux sélectionner que la Corée du Nord. Mais Ils ont des eu la petits flemme. détails. Ils ont eu la flemme d'enlever l'écran dans le setup. Voilà, mais franchement, c'est des petits détails. Donc, c'est un Linux, mais comme sur Android, il contrôle tout l'OS. Si on tente de désactiver le firewall et l'antivirus, qu'est-ce qui se passe ? Chut, ça réinitialise le système. D'accord. C'est pas de demi-mesure, c'est ciao. Et il y a, comme sur Android, un système un peu comme la signature, mais pas tout à fait. Sur l'article que je lisais, ils appelaient ça un tatouage numérique. Bien sûr, l'utilisateur n'est pas au courant. Et en fait, ça marque l'ensemble des fichiers lus ou créés par l'OS, par le système d'exploitation. Et donc, ça permet de savoir qui a créé un fichier, qui l'a ouvert, qui l'a édité. Et en fait, ça permet de contrôler les informations qui viendraient de l'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui viendra avec une clé USB, qui te file, je sais pas, un film, le dernier Spider-Man et tout, ce qui est interdit là-bas. Et bien en fait, tu peux savoir qui l'a ramené et qui l'a ouvert et qui C'est l'a passé édité. sur quel ordi Parce etc. qu'ils utilisent un système de numéro de série et tout, qui à chaque fois, comme si Ouais. tu tatouais, en fait, à chaque fois où tu poinçonnais un ticket. Tous les fichiers qui bougent, quoi. Voilà, tous les fichiers qui bougent. Donc c'est vraiment très restrictif. Il n'empêche que c'est très contraint et tout, mais il y a un navigateur internet. Incroyable. Ça s'appelle Naenera, ça veut dire mon pays en coréen, et c'est en fait juste une version spécifique de Firefox. Je me suis demandé à quoi ça sert. Et donc ils peuvent aller à l'internet nord-coréen, évidemment, qui s'appelle Kwangmyong. Et donc, il y a Internet. Il y a internet, et ça veut dire étoile brillante. C'est forcément quelque chose d'incroyable. En fait, c'est plutôt un intranet. C'est-à-dire que même nous, on peut quasiment accéder à aucun site nord-coréen. Ah. J'ai quand même réussi à quelques-uns. Ah ouais. Mais ouais. Je suis allé sur un site de recettes de cuisine nord-coréenne. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, le serveur était vraiment sur le territoire Ouais. nord-coréen. Ouais, complètement. Il y a quelques sites, visiblement, qui sont ouverts, mais en vrai, j'en ai testé entre 5 et 10. Il y avait la moitié qui répondait Qui pas. était mort, ok. Et en fait, on le sait, parce qu'en 2016, il y a eu une fuite, d'un serveur DNS nord-coréen. Et en fait, il y a eu un leak. Donc, il y a des chercheurs, ils ont publié ça sur GitHub et sur Reddit. Donc, c'est l'équivalent d'avoir une carte du réseau Exactement. qui leak sur Internet, quoi. À votre avis, combien de domaines ils ont pu récupérer? Je sais pas. Voilà, il y a ils doivent déjà en avoir ça, beaucoup, en DNS. fait. Donc en point .kp, il y ils avait ont une marqué. extension.
Ils ont une extension .kp. .kp. Ouais, complètement. Non, mais attention, ils ont un réseau, les. Ah non, ouais, mais quand même. évidemment. Il y avait marqué, mais je l'ai pas vu. Mais je vais dire 200. J'ai vu. Tu l'as vu? Il y en a 28. Quoi? Alors, c'est des chiffres de 2016. En fait, c'est très dur d'avoir des données à jour parce qu'il n'y a jamais de données. Donc il y en a peut-être 32 aujourd'hui. Non, il y en a un peu plus. Et en fait, dans l'intranet, ils estiment, vous allez voir que la fourchette est large, entre 1000 et 5500 sites. Mais c'est sur l'intranet. Là, en exposé, on va dire, sur ce qu'on a pu voir sur les DNS, il y avait 28 domaines. Et c'était des domaines d'université, d'éducation, du gouvernement. Un site de recettes auquel j'ai pu accéder depuis l'extérieur. Donc peut-être qu'ils l'ont ouvert maintenant à l'extérieur. Ok. C'est le site de cuisine. Ouais, voilà, exactement. C'est génial. Et donc là, on est actuellement en train faut quand même s'imaginer, et moi ça je le trouve fascinant de s'arrêter là-dessus, Ouais. que là, il y a plein de petits octets qui se sont déplacés d'un petit serveur en Corée du Nord Ouais. Jusque-là. jusqu'à plusieurs nœuds, jusqu'à arriver à notre ordinateur. Et ça, c'est quand même magnifique. Mais c'est voulu parce qu'il y a une version anglaise du site. Donc je pense que c'est pour faire rayonner aussi la culture nord-coréenne. Ah oui. Et là, ça passe forcément par la cuisine. Comment fonctionne le cœur de réseau? Comment fonctionne Internet? Par qui c'est géré? C'est géré par le KCC, le Korea Computer Center, qui gère l'extension, t'as dit, .kp. Et alors là, vraiment, ça a fait poum dans ma tête. Il possède 4 sous-réseaux en /24. Alors, vous n'avez pas forcément fait de cours de réseau. Ça représente 1024 adresses IP. En France, nous avons 84 millions d'adresses IP uniquement IPv4. Je ne parle pas d'IPv6 parce que... Et 4 sous-réseaux, c'est absolument ridicule. Alors, encore une fois, je crois que c'est des chiffres, ça, de 2016. Donc, je sais que par exemple, j'ai lu un article qui disait que sur les 3 dernières années, il y a eu 300% de demandes en plus du côté d'Internet. Donc je pense que ça a un peu évolué, mais c'est quand même fou. Et en fait, c'est parce qu'il y a d'énormément de contraintes qui sont mises sur les gens. Ils n'ont déjà pas forcément les finances pour acquérir un ordinateur, mais en plus, il faut une autorisation. En tout cas, il fallait une autorisation officielle pour posséder un ordinateur. La seule marque autorisée, c'était Morning Panda, une marque nord-coréenne. Elle produisait une centaine d'ordinateurs par an. Ok. Ça, pareil, c'est des chiffres de 2014-2015. Je pense que depuis, ça a un peu évolué avec la croissance, avec le Covid aussi. Ouais. Il y a eu des outils de visioconférence qui ont été utilisés. Donc voilà, ça a un peu changé. Mais 2014, c'était pas il y a si longtemps quand même. 2014-2015. Donc c'est vraiment ridicule. Et en fait, la censure se fait aussi par l'accès physique, tout simplement. C'est-à-dire que t'as pas besoin de faire une très grosse censure quand t'as 10 000 personnes sur 25 millions, c'était les chiffres, qui utilisent un ordinateur et Internet. C'est ça. Ça se contrôle facilement. Mais, en plus de cet intranet, il y a quand même un accès à Internet qu'on Mondial. connaît pour aller sur lemonde.fr en Corée du Nord. Et ça, je trouve ça intéressant. Ah ouais. Il y a une douzaine de familles qui ont accès à Internet, des proches de Kim Jong-un. Ok. Bon, c'est pas énormément. Quelques salles informatiques dans les universités. Mais en fait, l'autocensure y est très importante parce que les étudiants sont conditionnés à pas faire des choses en dehors des clous. Et donc, ils vont très peu aller voir des sites Internet un peu obscurs dans les salles d'université. En fait, tu te sens fliqué partout. Obscur ou juste d'autres médias ou des choses comme ça. C'est beaucoup trop risqué en fait de le faire. Et chose intéressante, il y a quand même un accès à Internet pour les résidents étrangers et les touristes aussi. D'accord. Via un réseau qui s'appelle Koryolink, alors qui est très cher. Mes chiffres, c'est 10 € pour 50 mégaoctets. Donc ça pique un peu. Si on avait ça comme forfait téléphonique ici, on serait en pleurs. Mais c'est notamment grâce à ce réseau qu'un créateur étranger, je sais plus s'il est américain ou pas, mais a pu documenter sa vie en Corée du Nord sur Instagram. Et donc c'est parce que voilà, il est étranger, donc il avait accès à ce service, à Koryolink. Et voilà, donc on peut trouver des gens qui documentent, des étrangers uniquement, qui documentent leur vie en Corée du Nord. Bon, et là, ce que vous voyez, chaque photo lui a coûté 1 €. Exactement. Donc, les mêmes des likes. Mais en tout cas, pour le commun des mortels, l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet reste très limitée. Alors, question que je vous posais en début de cette chronique, pourquoi il existe un groupe de cybercriminels, Lazarus en l'occurrence, qui a pu naître et voir le jour? Et donc, j'ai un petit peu creusé. Et en fait, il y a 2 universités réputées pour former des informaticiens et des hackers. Kim Il-sung University et la deuxième, Kim Shaik University of Technology. Mais du coup, ils doivent tout apprendre de zéro. Alors oui, mais c'est des gros tryharders. Mais c'est ouf. Mais en fait, c'est la culture un peu comme les sportifs de haut niveau, où très tôt, tu repères des gens qui sont très très forts, par exemple en mathématiques, et tu dis, ok, toi, tu vas faire du hacking tous les jours, tout le temps, et tu vas être une brute.
Globalement, c'est un peu cette façon qu'on connaît Ok. en Chine aussi un petit peu. Mais j'imagine que du coup, eux, ils ont accès à Internet, par exemple. Et, évidemment. Et ils ont mis en place des choses très intéressantes pour eux. Il y a un ancien de cette école, donc la deuxième école que j'ai citée, Park Jin-hyuk. Son existence n'est pas reconnue par la Corée du Nord, mais il est considéré comme le dirigeant de Lazarus, donc ce groupe de cybercriminels. Et il est activement recherché par le FBI depuis quelques années pour ces raisons, parce que quand je vais vous dire ce qu'a fait Lazarus, vous allez voir que c'est complètement C'est une dinguerie. une dinguerie. Lazarus, c'est le piratage de Sony Pictures en 2014. Ils ont récupéré 100 téras de données, ils ont fait fuiter 5 films du studio qui n'étaient pas sortis. Bref, je crois que c'est un des plus gros piratages encore à l'actuel d'une société américaine. Donc c'est vraiment très très important. WannaCry, Ah oui. un ransomware très connu qui s'auto-propage, qui a touché des hôpitaux dans tout le monde, des chaînes de Des production. industriels, Renault a ouais, été ouais. touché. Ça, on soupçonne Euh, que c'est eux aussi. Ouais, Ouais, de c'est- face- c'est plus qu'on soupçonne. C'est oui, le soupçon et le mot est faible. Vraiment. 200 000 victimes, plusieurs milliards de dégâts. Bref, vous connaissez WannaCry. On soupçonne que ce soit Lazarus. Et pour finir, le cybercase du siècle en 2016 contre la Banque centrale du Bangladesh. Ils ont piraté le système SWIFT en piratant une imprimante qui était au cœur des transactions SWIFT. Oui, une imprimante est au cœur de quelque chose. Ça n'a pas de sens. C'est des histoires de réseaux qui communiquent et tout. Voilà, Ouais. j'irai pas dans le détail parce que cette histoire Ouais. est passionnante. Ils ont détourné 81 millions de dollars et ils étaient à une petite erreur de détourner 1 milliard de dollars. Et du coup, qui est derrière Lazarus? Qui fait exactement ça? On est quasiment sûr qu'il est géré par le gouvernement nord-coréen et qu'en fait, c'est une agence gouvernementale qui s'appellerait 414 Liaison Office. Eux, ils l'appellent pas Lazarus. C'est un nom qu'on a donné nous. Il est divisé en deux groupes. Un premier groupe de 1600 membres, And Ariel, qui cible uniquement la Corée du Sud. On le rappelle, ce sont deux pays qui sont encore officiellement en guerre, donc c'est un peu compliqué. Et un deuxième groupe, 1700 membres, Blue North Off. Et eux, ils ont un objectif différent de toutes les autres agences gouvernementales, agences cybergouvernementales au monde. C'est un objectif financier. C'est-à-dire qu'ils vont cibler en premier lieu les banques et essayer de récupérer de la thune. Et en fait, pour la Corée du Nord, l'attaque informatique, c'est l'arme du faible contre l'arme du fort. C'est vraiment un moyen déjà de faire de la thune pour eux parce qu'ils sont assez pauvres en fait. Ils sont tellement fermés et isolés du monde qu'ils n'ont pas de commerce et donc ils sont pauvres. Et en fait, ça devient... Ils l'ont identifié comme un domaine stratégique. Comme peut l'être le nucléaire ou les tirs balistiques pour des raisons tout à fait autres, et bien en fait, l'attaque informatique, c'est devenu un peu une façon de gagner de l'argent, un gagne-pain. Et un ancien analyste de l'État français dit quelque chose de très intéressant. Les pirates nord-coréens ne sont pas nécessairement les plus compétents ni les plus pointus, quoique certains sont de très haut niveau, mais ce sont les plus disciplinés et les plus têtus. Et ça, c'est un officiel à la retraite C'est marrant. qui parle de ça. Et donc, en fait, il dit que dès qu'il y a un leak étranger d'une agence de renseignement ou un leak sur une attaque informatique, ils analysent tout, en fait. Ils se renseignent à mort pour essayer de copier. Sur l'info, ouais. Premier sur l'info. Et ce qui est très malin, c'est que eux, leur surface d'attaque en représailles est très faible. Leur réseau est nul à chier. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas attaquer? C'est vrai. Donc en fait, c'est un truc à sens unique. Du coup, c'est trop malin de jouer sur ce truc-là pour profiter des avantages de la cyberguerre, tout en sachant que la seule riposte possible, c'est de la vraie guerre. Ouais. Donc, ça n'arrive pas parce Exactement. que juste géopolitiquement, c'est trop lourd. C'est hyper intéressant. Je finis avec un dernier élément, c'est comment ils font pour opérer, ces gens-là. Et bien en fait, ils déploient ces informaticiens soldats quelque part, ou ces hackers, à l'étranger. Notamment à Shenyang, en Chine. Donc c'est, alors on voit pas bien, mais c'est vraiment une ville juste à côté de la frontière nord-coréenne. Ok. Et c'est déjà une ville où il y a pas mal de Coréens, que ça soit du sud ou du nord. En gros, il y a un peu l'élite nord-coréenne qui se retrouve là-bas, D'accord. à tel point qu'il y a des hôtels et des restaurants nord-coréens qui ont ouvert. Donc vraiment, ils ont de bonnes relations diplomatiques avec la Chine, donc ça permet ça. Il y a aussi une ville pas loin de la mer Jaune, pas loin d'ailleurs de Shenyang, qui s'appelle Dalian. Et donc en fait, ils envoient des Nord-Coréens, des hackers nord-coréens, opérer de là-bas. Et donc pour eux, ils ont la chance d'avoir une ouverture au monde et de pouvoir se divertir et consommer du contenu autre que nord-coréen. Et en contrepartie, ils ramènent de la thune à la mère patrie, globalement. C'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. L'ONU a estimé à 2 milliards l'argent qu'ils ont pu estorquer
via des attaques informatiques, la Corée du Nord. Que ça soit d'ailleurs en monnaie fiat ou en comment on appelle ça, en crypto-monnaie. Il y a même pas, en fait, il faut dire qu'il n'y a même pas besoin, enfin, ils n'ont pas besoin d'être non plus les meilleurs cyber attaquants du monde. Et c'est probablement pas le cas d'ailleurs. Mais juste le niveau en cybercriminalité est pas hyper élevé, en fait. Il faut se dire ça, c'est que c'est très mal réparti, entre guillemets, entre la défense et l'attaque. Et ce qui fait que, de leur position, rien que le fait d'avoir une section, entre guillemets, d'élite, uniquement dédié à faire de l'offensif. Ils ont du temps, des moyens. Exactement. Donc, Ils se hisent tout de suite. Ils y sont allés très tôt. Ouais. Ils ont le nez fin. À quelques kilomètres de la Corée du Nord, il y a la Corée du Sud. Et technologiquement, ils sont à l'opposé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'observer comment la Corée du Sud a su résister aux GAFAM, contrairement à la France, par exemple. On vous expliquait d'où ça vient et comment c'est possible dans cette vidéo. Une super chronique de Mathieu.